Le problème qu'on constate depuis plusieurs années avec le type de développement qu'on répète au Québec, notre développement résidentiel, commercial, c'est pour nous la forme la moins rentable de développement qu'on peut pratiquer parce que c'est un développement à très faible densité, dépendant de l'automobile, fortement consommateur en territoire et fort coûteux sur le plan des infrastructures. Et le problème, c'est que c'est un développement, on parle de la chaîne de Ponzi ou de chaîne pyramidale, qui est un peu le principe de la fuite en avant qu'on répète. Nos développements sont coûteux et à un moment donné, il y a des charges importantes qui arrivent aux municipalités. Alors, on essaie d'aller attirer des nouveaux développements, avoir des nouveaux revenus pour faire face à ces obligations-là, mais somme toute, on pèle en avant le problème. Alors, on ne réglera rien à continuer à pratiquer ce type de développement-là. Et pourquoi on dit que le PMAD ne change presque rien? Bien, premièrement, parce que 40 de la croissance dans des TOD, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'une réouverture prévue des périmètres d'urbanisation dans 5 ans, c'est très court. Et ça ne va donc pas empêcher la spéculation foncière sur ces terrains-là. Et nous, on pense qu'il faut qu'on y mette un terme, notamment sur les terres agricoles. Il y a plus de 10 000 hectares dans toute la CMM de disponibles en zone blanche pour du développement dit résidentiel, plus de 5 700 pour du développement industriel et commercial. Ici, dans la Couronne-Nord, on parle de plus de 4 000 hectares en zone blanche. Et je vais y arriver plus tard, mais ce n'est pas que les zones blanches identifiées comme disponibles, à notre sens, qui méritent d'être développées et redéveloppées. Et finalement, bien, les choix de transport, on les laisse encore trop au ministère des Transports et je pense que si le passé est garant de l'avenir, on peut s'inquiéter. Pour renverser les tendances, on pense que les banlieues doivent être au cœur de la solution et qu'on doit, pour ce faire, s'inspirer des pratiques les plus novatrices qui font l'envie des villes à travers le monde actuellement. Ces pauvres quartiers-là se font envahir, que je vais vous présenter, se font envahir constamment, quotidiennement par des délégations de partout dans le monde qui veulent voir comment des villes en Allemagne, en Suède ont réussi à développer des nouveaux quartiers extrêmement attrayants pour les jeunes familles, pour des ménages à revenus modestes, et que c'est des modèles qui sont rentables, puis qu'on parle de densité de 45 à 55 logements à l'hectare brut. Donc, on n'est pas dans des densités de nos anciens quartiers de triplex dans le centre de Montréal à 100, 125 logements à l'hectare. On est en deçà de ça. On a beaucoup plus d'espace pour les espaces verts. Mais c'est des modèles de densité qui permettent de rentabiliser un paquet d'équipements collectifs, des écoles, des infrastructures de transport collectif. Et c'est ce vers quoi, comme dans cet exemple-ci, dans le quartier Rosenfeld, dans celui-ci, qui est une ancienne friche industrielle mal utilisée au centre-ville de Stockholm, le quartier Hammarby, qu'on pense que sont les pistes de solutions qu'on devrait chercher. Et je les vois émerger au Québec, ces pistes de solutions-là. Certains promoteurs, certaines organisations municipales commencent à promouvoir au Québec ce type de développement-là.